Observez bien cette photo, elle dissimule un secret. La fillette souriante à l'arrière-plan, c'est Heidi Jones, 4 ans. Elle se tient debout devant une scène de crime. Cette tache-là, sur le sol, est une flaque de sang provenant d'un corps. C'est ici qu'elle a trouvé sa propre mère, assassinée, seulement quelques jours avant que cette photo ne soit prise. Cette affaire a mis 46 ans à être résolue, alors que tous avaient renoncé à trouver le coupable et voulaient simplement continuer leur vie. Cette petite fille sur la photo a fait de sa mission de vie de mettre derrière les barreaux la personne responsable d'avoir détruit sa famille. Elle ne pensait pas que l'indice crucial était sous les yeux de tous, caché sur cette photo. Salut à tous, je suis Su, bienvenue sur la chaîne. Si vous aimez les histoires bizarres, faits divers, théories du complot et curiosités étranges comme moi, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, active la cloche de notification pour ne rien rater. Et aime, commente, partage, parce que tout ça aide beaucoup de monde ici sur la chaîne. Super, alors allons-y pour la vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène à Price, Utah, aux États-Unis, et nous remontons en 1970. Loretta Jones, mère célibataire de 23 ans, avait une fille de 4 ans, Heidi, et rencontrait des difficultés financières. Loretta subvenait aux besoins de sa fille et faisait vraiment de son mieux. Vous voyez, rien d'essentiel ne manquait jamais. N'ayant pas beaucoup d'argent pour les jouets, Loretta fabriquait des poupées au crochet et réparait les jouets cassés délaissés par les enfants du quartier. L'essentiel, c'est que la petite Heidi a toujours eu de l'amour. Loretta était une maman formidable, c'est beau, non? Le 30 juin, lors d'une nuit d'été très chaude, Loretta a couché sa fille, lui a lu une histoire et l'a embrassée sur le front pour lui souhaiter bonne nuit. La fillette ignorait que c'était le dernier baiser de sa mère. Tu te rends compte? Le lendemain matin, son voisin travaillait dans le jardin, préparant la terre et semant des graines. Quand il entend la porte de la maison s'ouvrir et en se retournant, il voit la petite Heidi sortir avec un air confus, comme si elle était en état de choc. Il l'appelle pour lui montrer quelque chose dans son jardin. Mais la réponse de la petite fille a failli lui faire lâcher les outils qu'il tenait dans les mains. Parce qu'elle a dit « Je ne peux pas venir, non, tonton, je crois que ma mère est morte. » Imaginez juste le choc que le voisin a dû ressentir. À 11h40 ce matin-là, la police reçoit un appel du voisin. Une voiture de patrouille est arrivée en quelques minutes, mais en entrant dans la maison, ils sont tombés sur une scène digne d'un film d'horreur. Loretta était allongée sur le sol du salon, elle était couchée sur le côté, dans une énorme flaque de son propre sang. Sa main était posée avec un de ses doigts dépassant de la flaque. Elle avait été contrainte à faire ce qu'elle ne voulait pas, si vous voyez ce que je veux dire. Et ensuite, elle a été poignardée 17 fois et pour finir, sa gorge a aussi été tranchée. C'est vraiment horrible. Heidi se souvient que sa mère l'a couchée. Loretta est ensuite revenue et a dit « Peu importe ce que tu entends, reste dans la chambre ». Trop endormie, elle n'a rien entendu. Le lendemain, en se réveillant, elle a découvert la scène étrange que j'ai décrite. Le voisin s'est occupé d'elle jusqu'à l'arrivée de ses grands-parents. Rapidement, les enquêteurs ont commencé à rassembler des preuves et ont d'abord noté l'absence de signes d'effraction. Cela signifie que l'agresseur de Loretta était sans doute quelqu'un qu'elle connaissait et qu'elle a laissé entrer. Ils ont recueilli plusieurs empreintes digitales et tout ça, mais il n'y avait rien qui puisse indiquer un suspect immédiatement. Mais il s'est passé quelque chose cette nuit-là qui a rendu les policiers méfiants. Tu vas voir. Un autre crime, ou plutôt une tentative de crime, avait aussi eu lieu cette nuit-là, à seulement 3 pâtés de maison de la maison de Loretta. Lori Cullo, 10 ans, et son frère faisaient du vélo devant chez eux. Un peu après 21h, ils sont rentrés. Son frère est rentré en premier, laissant Lori derrière. Elle a atteint la porte et a laissé tomber son vélo. Mais avant qu'elle n'ouvre la porte, un homme est apparu de nulle part et l'a attrapée par derrière, a mis sa main sur sa bouche et a commencé à l'entraîner au loin. Vous imaginez ça? Il lui ordonnait de ne pas résister et de se taire, mais elle se débattait et essayait de se défendre. C'est alors que la main de l'homme a glissé de sa bouche pendant 1 seconde, ce qui a suffi pour qu'elle pousse un cri. Au même moment, l'homme surpris a lâché la fille et s'est enfui. Lori a précisé qu'il était parti vers la maison de Loretta. Tu imagines, mais moi je pourrais en tuer un. Les policiers pensaient que c'était peut-être le même homme. C'était vraiment trop de coïncidences dans ce quartier qui était habituellement très sûr, et pour que 2 crimes horribles se produisent en si peu de temps, il devait forcément y avoir un lien entre eux.
Mais un mois s'était déjà écoulé et aucune grande découverte n'avait été faite dans l'affaire. Alors, ils ont enquêté sur la vie de Loretta et ont découvert qu'il y a quelques mois, elle était sortie une seule fois avec un homme appelé Tom Higley. C'était un rendez-vous à l'aveugle organisé par un ami commun. Elle a raconté à sa sœur qu'elle n'avait pas aimé, que le gaz était un peu bizarre et qu'il avait une drôle d'ambiance. Tu vois le genre. Après cela, ils ne se sont plus revus. Tom a été convoqué au commissariat et Lori également pour tenter d'identifier l'homme qui avait essayé de la kidnapper un mois auparavant. Ils ont mis Tom et d'autres hommes au hasard dans cette file d'identification. Quand Lori a posé les yeux sur lui, elle s'est sentie mal, elle a dit avec toute confiance en pointant du doigt Tom, et elle a dit « C'est lui ». Tom a été placé en détention provisoire. Il est resté en prison pendant 3 mois, mais les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve de son implication dans le meurtre de Loretta, ni dans la tentative d'enlèvement de la petite Lori. Il n'y avait que son témoignage, celui d'une enfant effrayée dans l'obscurité de la nuit. Son identification ne pouvait pas être considérée comme une preuve suffisante. Il séjournait aussi dans un hôtel d'une ville voisine avec sa petite amie enceinte de 8 mois. Il a reconnu être allé à Price cette nuit-là, affirmant qu'il voulait juste acheter un hamburger avant de retourner à l'hôtel. Après ces 3 mois, Tom a été relâché faute de preuves. Le temps passait et aussi bien la police que la communauté locale étaient angoissés. Un meurtrier et un ravisseur étaient en fuite, sans aucune piste sur leur identité. Aux funérailles de Loretta, beaucoup de gens sont venus réconforter la famille et c'était déchirant de voir la petite Riri pleurer. Près du cercueil de sa mère, elle a dessiné ce jour où sa mère était enterrée. C'était très bouleversant. 1 an plus tard, aucun suspect identifié ni arrestation, l'affaire s'est progressivement refroidie. Il semblait que l'assassin s'en était sorti. Riri a grandi, mais elle n'a jamais oublié sa mère. Désormais, elle vivait chez ses grands-parents et demandait sans cesse des nouvelles de sa mère, de l'enquête et des avancées de la police. Chaque fois qu'elle en parlait, sa grand-mère souffrait beaucoup. Elle a fini par demander à l'enfant d'oublier tout ça, d'avancer et de ne plus interroger sur sa mère. Mais Riri n'a jamais accepté cela et revivait presque chaque jour la scène vue ce matin-là. Elle se rappelait n'avoir rien entendu, malgré sa difficulté à s'endormir. Aucun cri de sa mère, aucun bruit de dispute, rien du tout. Elle a crié pour la protéger, pour ne pas risquer que la petite fille arrive en courant et que son agresseur finisse par lui faire du mal et l'efface elle aussi. Sa mère a souffert en silence pour le sauver. Le temps a passé. La police avait abandonné, mais Riri a agi elle-même. En 1989, à 23 ans, le même âge que sa mère, lors de l'attaque, elle a décidé d'agir. À l'époque, il y avait une émission policière très populaire à la télévision, Mystère non résolu, qui rouvrait des affaires non élucidées. Elle a écrit au producteur de l'émission pour expliquer la situation et demander de l'aide. N'ayant aucune réponse, elle a continué. Non, elle a envoyé lettre après lettre à la police locale, au shérif de l'État, au gouverneur et même au FBI, mais malheureusement, personne n'a répondu. Personne ne voulait toucher à ce nid de guêpes, n'est-ce pas? Harry a poursuivi sa vie, hantée par le souvenir et la culpabilité que l'assassin de sa mère soit libre. Elle s'est mariée et a déménagé dans une autre ville. Mais en 2006, 36 ans après le crime, Harry, alors âgée de 40 ans, décida de tout quitter pour retourner dans sa ville natale. Elle n'arrivait pas à surmonter ce qui s'était passé et sentait qu'elle devait faire quelque chose pour honorer la mort de sa mère. En revenant à Price, la première personne qu'elle a vue était sa grand-mère. Et elle la supplie presque d'abandonner cette envie de rouvrir l'enquête sur le cas de sa mère. Tout cela causait beaucoup de douleur à la pauvre grand-mère. Harry dit qu'elle comprenait le souhait de sa grand-mère, mais que c'était plus fort qu'elle. Cela faisait 36 ans qu'elle ne cessait de penser, pas un seul jour, à ce matin-là, et que la personne qui avait fait cela devait être punie. Incroyable, 3 ans plus tard, une coïncidence du destin allait tout changer. Le 4 juillet, jour de l'indépendance des États-Unis, Harry s'est fait voler sa voiture et a publié un post sur Facebook pour s'exprimer. Un ami d'enfance appelé David Brewer a commenté son post. Cela faisait des décennies qu'ils ne s'étaient pas parlé. David m'a dit par message qu'il vit toujours à Price et qu'il est devenu détective de police. Harry a failli tomber de sa chaise, il a demandé son numéro de téléphone et l'a appelé. Elle a tout raconté. Tout ce dont elle se souvenait de ce matin-là, tout ce qui avait été enquêté par la police, et elle lui a supplié de l'aider. David est resté stupéfait à l'autre bout du fil, il ne savait rien de tout cela. Elle n'avait jamais parlé de la mort de sa mère. Pendant toutes les années d'école, il a été profondément touché,
imaginant ce que la petite Harry, 4 ans, avait enduré en découvrant sa mère ainsi. Au fond, Harry s'imaginait que David dirait qu'il ne pouvait rien faire, que trop de temps s'était écoulé, ce genre de choses. Mais David a été vraiment ému par son histoire. Il a compris, à sa voix, qu'elle était encore très bouleversée, même après toutes ces années. Alors, il a décidé de rouvrir l'affaire du meurtre de Loretta Jones. Il a lui-même écrit un article pour le journal local parlant de la réouverture, dans l'espoir que quelqu'un se manifeste avec de nouvelles informations. Mais très vite, il s'est rendu compte que ça allait être beaucoup plus compliqué qu'il ne l'imaginait. La première étape serait d'aller à l'entrepôt, de récupérer le dossier de l'affaire et de revoir tous les documents. Mais réfléchis-y encore, à cause d'une erreur de quelqu'un? Des décennies plus tôt, il n'existait tout simplement plus aucun dossier de l'affaire. Regarde, toute la boîte du dossier a dû être jetée à la poubelle. Ça, c'était une grosse erreur, parce que les dossiers de meurtre ne sont jamais jetés, ils doivent toujours être conservés pour toujours. Maintenant, David n'avait plus rien sur quoi travailler. Il n'y avait pas de rapports médico-légaux, pas de témoignages de témoins, même pas une seule photo de la scène du crime. Pour commencer à travailler, il a dû reconstituer l'affaire. En se basant sur les nouvelles et les coupures de journaux de l'époque, les seuls témoignages étaient ceux donnés aux journalistes et les photos qui avaient été publiées dans les journaux. Il a de nouveau recueilli les témoignages des secouristes qui ont raconté avoir trouvé Loretta allongée sur le côté, la main dans la flaque de sang, avec 17 blessures de couteau dans le dos et 2 dans la poitrine. Comme je l'ai déjà dit, aucun signe d'effraction n'a été trouvé. Cela peut indiquer que Loretta connaissait le meurtrier, mais la découverte la plus impressionnante a été que les médecins légistes ont confirmé que Loretta ne s'est pas défendue. Il n'y avait aucune trace de lutte ou de tentative de défense sur son corps. Ils ont conclu que Loretta a enduré toute cette violence, tous ces coups de couteau en silence, pour ne pas attirer l'attention de Loretta, sa fille, et qui sait, peut-être lui sauver la vie. Bien qu'il ait eu quelques détails sur cette nuit-là, il ne disposait d'aucune preuve venant de la scène du crime. Il savait qu'il avait peu de chances de résoudre cette affaire. Après des semaines d'enquête, il appelle Heidi et fixe un rendez-vous dans un café. Il allait l'informer que malheureusement, il n'y avait rien qu'il puisse faire sans aucune preuve. Pour travailler, c'est devenu beaucoup plus difficile, elle s'en doutait déjà, mais tout allait changer. Quand il a dit « Dommage que nous n'ayons aucune photo de la scène du crime », Heidi a sursauté de sa chaise. Elle s'est souvenue qu'elle avait vu une boîte chez sa grand-mère. Dans cette boîte, elle avait conservé tout ce qui était paru dans les médias lors du crime, ainsi que des notes personnelles de la mère de Loretta pour aider la police. À l'époque, cette boîte contenait aussi une photo de la petite Heidi, debout devant la tache de sang où sa mère a été retrouvée. La photo a été prise quelques jours après le crime, quand les grands-parents et Heidi sont venus récupérer des effets personnels. Et qui sait pourquoi ils ont pris cette photo morbide, surtout maintenant. David possédait une photo de la scène du crime qui paraissait anodine mais allait bouleverser toute l'histoire. Dans cette boîte, il y avait aussi un carnet où la grand-mère avait noté tout ce que Heidi lui avait raconté le jour où elle avait trouvé le corps de sa mère. Heidi n'en souvenait pas, mais en lisant ces pages, sa mémoire s'est réveillée et elle s'est rappelé beaucoup de choses. La première chose qui était écrite, c'était « Mamie, je crois que c'était un ami de maman qui s'appelait Tom et je crois que j'ai entendu sa voix cette nuit-là. Il faisait toujours du mal à maman. Quand il venait à la maison, il la frappait et il était méchant avec maman. Tu imagines, est-ce qu'ils ont arrêté le bonhomme il y a plus de 40 ans, mais ils n'ont jamais pu le prouver ?» David a poursuivi l'enquête et a découvert la tentative d'enlèvement qui avait eu lieu cette même nuit-là. À 3 pâtés de maison de la maison de Loretta, il a réussi à retrouver Lori Cullo, qui était maintenant une femme de 55 ans. Elle est allée au commissariat et a confirmé les faits de cette nuit. Elle a aussi décrit l'agresseur. Cheveux châtains, yeux clairs, environ 1,420 mètres. Cela correspondait à Tom Higley. Elle a aussi raconté qu'à l'époque, elle avait été appelée au commissariat qui l'avait identifié, mais cela n'avait pas suffi à prouver sa culpabilité et il avait été relâché. Pendant toutes ces années, Heidi a toujours dit que c'était Tom qui avait tué sa mère. Même David pensait que les indices pointaient vraiment vers Tom. Sans aucune preuve ni aucune confession, la seule chose qui pourrait résoudre l'affaire serait l'acide désoxyribonucléique. Au moment du crime, cet examen était impossible, mais 46 ans après identifier l'agresseur serait possible. Surtout parce que, selon le rapport d'autopsie, elle avait été violée et des traces de sperme avaient été retrouvées en elle à l'époque. Alors, il a une idée folle. S'il veut trouver des preuves d'acide désoxyribonucléique, il n'y a qu'un seul endroit où il peut en trouver.
Sur le corps de Loretta, il devrait exhumer les restes de Loretta dans l'espoir de trouver quelque chose. Bien des années plus tard, il a appelé Heidi pour demander la permission. Même si déterrer sa mère et revivre ce traumatisme est perturbant, la réponse de Heidi a surpris. Elle a dit « Donne-moi une pelle, je t'aide à creuser, je ferai ce qu'il faut, donne-moi-la. » Donne-moi une pelle, je vais aider à creuser. S'il faut le faire, je ferai tout le nécessaire. Mais David est très malin et il a eu une idée. Il a appelé des chaînes de télévision et des journaux locaux pour filmer et diffuser l'exhumation. Son idée était que le meurtrier voie à la télévision qu'il se rapprochait de plus en plus de lui. Pendant ce temps, les policiers surveillaient Tom pour voir s'il allait essayer de s'enfuir. Les enquêteurs du comté de Carbone disent qu'ils sont plus proches que jamais de découvrir qui a violé et tué une jeune mère il y a près de 50 ans. Bonsoir. Loretta Jones a été retrouvée morte chez elle à Price il y a 46 ans ce mois-ci. À présent, les détectives disent que des reportages récents sur l'affaire les ont menés à de nouveaux témoins ainsi qu'à de nouvelles preuves. Mais alors que l'objectif était d'atteindre le public, David a reçu un appel d'un ami de la famille de Loretta, ayant vu le reportage à la télévision. Il a appris qu'il enquêtait à nouveau sur sa mort et a appelé pour donner une information incroyable. Il a dit « J'ai une information que je pense importante. Tu sais que Loretta a écrit le nom de son assassin avec son propre sang par terre, non ?» David a été choqué et a répondu « Non, je n'étais pas au courant. Comment tu sais ça ?» Et la personne a dit « J'étais là le jour où ils sont venus récupérer ses effets personnels. J'étais là quand la photo a été prise et j'ai vu la tache de sang par terre de mes propres yeux, même si la photo était très ancienne et de mauvaise qualité. » David l'a apporté aux experts qui ont travaillé dessus avec des contrastes et des couleurs et ont réussi à identifier que Loretta avait écrit un T et un avec son doigt. Dans sa flaque de sang, elle a dû mourir avant de pouvoir finir d'écrire le nom. Tom, ils étaient maintenant très confiants, ils étaient sur la bonne voie, il fallait absolument trouver une preuve pour mettre Tom en prison. Tout dépendait du résultat de l'exhumation du corps. Et tout misait sur le fait de trouver l'acide désoxyribonucléique du meurtrier sur les restes de Loretta. Mais malheureusement, le cercueil n'était pas bien scellé et quand ils l'ont ouvert, il était rempli d'eau de pluie et il n'a pas été possible de trouver de l'acide désoxyribonucléique. Mais là, David a encore fait un coup de maître, il a décidé de bluffer. Lui et les autres enquêteurs ont donné des interviews en disant qu'ils avaient trouvé des preuves sur le corps, que les pièces de l'affaire commençaient à s'assembler et qu'ils attendaient seulement quelques dernières démarches pour aller arrêter le suspect qu'ils avaient identifié. L'idée, c'était de faire croire à Tom qu'ils avaient vraiment trouvé quelque chose et de voir comment il allait réagir. Il est encore trop tôt pour divulguer publiquement le nom de la personne que les enquêteurs sont en train d'enquêter pour ce crime. Il m'a dit que cette personne est toujours en vie et que les détectives travaillent activement pour l'arrêter et la poursuivre en justice. Ce plan a fonctionné. Quelques jours après, Lisa Carter a contacté la police. Elle a dit être la voisine de Tom et qu'il s'était passé quelque chose d'étrange le jour où un suspect a été identifié à la télévision. Tom est allé chez elle et a dit « La police va venir me chercher. Peux-tu t'occuper de mes chiens ?» Les policiers lui ont demandé de les aider à obtenir des aveux parce que, comme je l'ai dit plus tôt, ils n'avaient aucune preuve. Sans aveux, ils ne pourraient pas arrêter Tom pendant quelques jours, mais Lisa a réussi à manipuler Tom. Et un jour, il a finalement avoué à la voisine ce qui s'était passé cette nuit-là. Il a raconté qu'il était ivre, qu'il avait laissé sa petite amie enceinte dans la ville voisine et qu'il était allé voir Loretta pour coucher avec elle. Il a frappé à la porte, elle l'a laissé entrer, mais il a dit qu'elle avait refusé de coucher avec lui. Elle est alors allée dans la chambre de sa fille. C'est sans doute là qu'elle a dit à Heidi de rester dans la chambre, même en entendant du bruit. En revenant au salon, Tom a craqué. Il lui a planté le couteau pour la première fois. Après ça, il l'a violée et dès qu'il a fini, il lui a donné encore des coups de couteau et tu vois, il lui a tranché la gorge. La voisine a tout enregistré et ils ont enfin obtenu l'aveu attendu. Salut! J'étais ivre. Oui, j'étais ivre. La porte s'est fermée, puis que s'est-il passé? Je suis venu pour le sexe. D'accord, et elle s'est enlacée avec moi. Zanotto MF. Et quand elle est revenue, j'étais embarrassé. Alors tu te souviens d'avoir couché avec elle. Et après, qu'est-ce que j'ai raté? J'ai coupé sa bouche et je suis parti. Enfin, après tout ce temps, Tom a été arrêté. Âgé de 76 ans, il a été condamné à la prison à perpétuité, avec la possibilité de demander une libération conditionnelle seulement lorsqu'il aura 96 ans. Fait étrange, lors de son dernier passage au tribunal, il a présenté ses excuses à Hyde pour ses actes,
puis s'est plaint au juge et à la police en demandant pourquoi. Il était puni 46 ans plus tard, depuis ce jour où il n'avait plus commis aucun crime et où il était un bon citoyen, tu te rends compte? Iri et David sont devenus de grands amis, un lien indestructible. David a remercié Iri pour sa persévérance et sa pression. Et cela a fait de lui un meilleur policier enquêteur. Et Iri est éternellement reconnaissante que quelqu'un l'ait enfin aidé à mettre un point final à cette histoire, n'est-ce pas? Alors voilà mes amis, quelle histoire horrible, n'est-ce pas? Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire horrible et profitez-en pour partager aussi. Pour les amateurs d'histoires horribles, partagez aussi. Prenez soin de vous et restez connectés pour la prochaine histoire. À bientôt. À bientôt pour la prochaine vidéo, d'accord? C'est déjà parti, mon Dieu, et tu ne le fais pas, hein?